Barbès, un quartier populaire de Paris, au nord de la capitale. Descente de police, une opération de lutte contre la petite délinquance. Une quinzaine de policiers, ça ressemble à une opération contre des dealers de drogue. Ils savent où chercher, ils vont directement dans les planques habituelles. On va se faire ouvrir une cave. Y a rien dans les sacs? Chou blanc. Ce qu'ils cherchent, ce sont des paquets de cigarettes. Aujourd'hui, une grosse partie du travail des policiers du quartier, c'est la traque du petit trafiquant de cigarettes. Oui, mais y a pas de problème. Sortez les mains de vos poches. Vous avez rien sur vous, là? Comment? Je vous écoute, TP Sauvette. Ça, c'est du tabac. Pourquoi? Donc le boulevard Barbès, rue de la Chapelle, deux individus porteurs de cigarettes. Ouais, c'est suivi. Vous les conduisez au 34 gouttes. Un groupe de vendeurs clandestins vient d'être arrêté sur le boulevard Barbès. Direction le poste de police, fouille et vérification d'identité. Les opérations contre les vendeurs à la sauvette sont devenues quasi quotidiennes. Les policiers savent qu'ici, ils ne trouvent que du menu fretin, rarement de grosses prises. L'homme à la parka verte, assis sur le banc, fait partie du groupe des vendeurs arrêtés. Sur lui, les policiers ont saisi quelques paquets de cigarettes algériennes et 405 €, sans doute ses ventes du jour. 2, 4, 6, 10, 12, 15. La contrebande de cigarettes dans la rue a un avantage pour les petits vendeurs. Elle est sans grand risque. L'homme à la parka n'hésite pas à nous décrire son travail devant les policiers, à l'intérieur même du commissariat. Vous les achetez à combien les cigarettes? À 30 €, 25 € la cartouche. Et c'est des cigarettes, vous les avez où? Où est-ce que vous les obtenez? Oh, il y a des gens qui viennent ici pour vendre des cigarettes. Moi, j'achète. Mais ils viennent comment? Ils viennent en camionnette avec des... Non, non, non. Avec des petits sacs comme des ça. petits sacs. On demande des gens qui voulaient acheter pour vendre. D'accord. Mais c'est des gens, c'est des gens qui viennent d'Algérie qui en ramènent, c'est quoi? Ouais, qui ramènent de l'Algérie. Il y a des gens qui ramènent 2, 3, 4 cartouches, des cartouches pour récupérer le billet d'avion, pour récupérer les frais de voyage. C'est pour ça qu'on ramène les cigarettes. Dès qu'on parle de quantité plus importante, l'homme se fait plus évasif. Au-dessus de 2 cartouches, l'amende peut devenir plus lourde. Si je veux acheter 20 cartouches, je vais où pour en acheter? Je ne pourrais pas vous trouver 20 cartouches de rime sur place, mais il faut faire une commande. Ouais. Et vous attendez. Et Marlboro, ça peut se faire aussi? Moi, c'est possible. Il faut aller où? Je sais pas. Il y a des gens qui vendent et ils veulent demander des toilettes. Vous attendez une quart d'heure, une demi-heure, une heure. On ramène les cartouches. Ce vendeur à la sauvette paye une simple amende de 5 € par paquet. C'est le tarif. L'affaire n'ira pas plus loin. L'homme ressort libre. Et vous en avez souvent comme ça? Tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. Avec la hausse massive des prix en France depuis février 2003, le tabac est revenu au centre de l'actualité, des voyous au ministre. Les buralistes, ce sont des gens qui travaillent souvent dur et non pas à être menacés par des voyous. On parle de mafia de la contrebande, on accuse les grandes marques de cigarettes de complicité. Depuis que le gouvernement a décidé de surtaxer les cigarettes, le sujet a pris des allures de cause nationale. La recrudescence de la contrebande. D'une vraie politique de lutte contre la contrebande internationale. La contrebande de cigarettes, c'est près d'1 milliard d'euros de taxes qui chaque année ne rentrent pas dans les caisses de l'État. Quelques jours plus tard, nous sommes retournés à Barbès, sans la police cette fois, en caméra cachée. Visiblement, il y a beaucoup de monde ici. On trouve des t-shirts et des téléphones made in China. Un peu plus loin, entre la rue des Ilettes et le boulevard Barbès, tout se vend, tout s'achète. C'est ici qu'on peut par exemple trouver des téléphones portables volés. 65, avec les chargeurs et tout. Il est débloqué tout ça? Non, il est orange. Un peu plus loin, au pied du métro, voilà le carré des cigarettes. 30 mètres de trottoir, une vingtaine de vendeurs. Combien? Tu veux? Combien? 3,50 le paquet de Pour un peu moins cher? 3,50. C'est des vrais? Pas de soucis, c'est des vrais et tout. Combien c'est la cartouche? Je t'en prends 2-3.
reste une seule cartouche. Hein? Reste une seule cartouche. T'en restes qu'une? Ouais. Cache. C'est facile et c'est pas cher. Ça nous fait le paquet à 3,50 €, c'est le prix unique, et donc 1,50 € d'économie sur le prix officiel. Pour les débitants de tabac, la concurrence est bien là. À Barbès, ce petit trafic est la partie émergée d'un tout autre business. Aujourd'hui en Europe, la contrebande s'est organisée autour de véritables filières internationales, avec transporteurs, entrepôts clandestins et financiers en costume-cravate. Nous allons vous emmener dans les rouages de ces filières qui dégagent des milliards d'euros de profits illégaux. Nous nous sommes rendus à 300 km de Paris, aux frontières nord de la France, à Dunkerque, à 2 pas de la Belgique et à une encablure de l'Angleterre. Le port de Dunkerque est un carrefour des routes maritimes et terrestres. Chaque année, plus de 50 millions de tonnes de marchandises les plus diverses y transitent par conteneurs ou par camions entiers. C'est là qu'on fait les plus grosses saisies de tabac dans le pays. Dans la région, 70 douaniers sont mobilisés pour la traque de la cigarette. C'est leur priorité, leur pain quotidien. Ce jour-là, sur le quai des hydrocarbures, perquisition d'un pétrolier polonais. À la recherche de caisses, de conteneurs suspects. Les bateaux et les camions en provenance des pays de l'Est font l'objet d'une surveillance particulière. Ils représentent une grande partie des saisies. Le capitaine fournit la liste des ports d'escale. C'est la première chose que les douaniers regardent. Ils auscultent à la loupe ce document. Il représente l'historique des étapes du navire. Ce bateau est suspect. Il a multiplié les escales en peu de temps. Las Palmas, Durban, Richards Bay, Rotterdam, Anvers. Alors bon, c'est vrai que ça peut être intéressant par exemple pour les produits stupéfiants et à titre général, ça peut être intéressant pour l'avitaillement. Un navire de commerce peut avitailler dans certains ports et donc bénéficier de stocks importants par rapport au nombre de personnes dans l'équipage. L'avitaillement, c'est l'épicerie et le buraliste hors taxe du bateau. C'est là que l'équipage se fournit et que les fraudes sont possibles. Le règlement douanier n'est pas très précis, il dit « la quantité de cigarettes doit correspondre à une consommation normale ». On passe à la fouille, direction la Cambuse, sous le 3e pont. Ici sont stockées les marchandises déclarées par le capitaine. Et des cartons de cigarettes, il y en a. Ouais, il y en a pas mal, putain. Ouais, faut les sortir. Ouais. On va pas. Ouais, sort les complets. On va les mettre là. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ça fait 400. T'as un crayon? Vas-y, note. 25, 35, 37. Au total, c'est 600 cartouches ou 120 000 cigarettes pour quelques jours de mer et 20 membres d'équipage. Près de 4 cartouches par jour, par marin. C'est quand même pas mal pour un faible équipage. Donc ils vont peut-être... mais c'est beaucoup. C'est un bon ratio? C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup? Par rapport au nombre de marins qui y a à bord, c'est pas mal. Ça fait 30 cartouches par marin. Quand on sait qu'ils peuvent avitailler régulièrement dans tous les ports où ils vont, pour les bateaux. Et ça peut être des trafics réguliers en fait, c'est ça? Ou alors ils achètent, le capitaine achète... il paye de lui-même quoi, en liquide, le ship handler. Hein. Ouais, l'avitailleur. Et voilà, l'avitailleur. Ouais. Et puis bon, ça passe comme ça, quoi. Et après, il revend dessous de table. Et ça, se fait, ça. Ouais, ça se fait aussi, ouais. Le douanier a bien envie de sanctionner, mais le volume correspond aux documents de déclaration officiels, donc difficile de verbaliser, tant que les cigarettes ne sont pas débarquées pour être revendues en fraude. Le port de Dunkerque est une plaque tournante pour la contrebande à destination de toute l'Europe du Nord. On estime aujourd'hui qu'un tiers de la consommation de cigarettes en Angleterre, ou en Norvège par exemple, provient des filières de contrebande. Vers la France, le trafic est moins important. Le syndicat des buralistes l'estime à environ 8% de la consommation totale, en augmentation depuis 1 an. Pour le chef douanier de Dunkerque, la seule chose palpable, certaine, c'est son tableau de chasse. 1125 kilos, ici 2,5 tonnes, 122 000 paquets de cigarettes,
4900 cartouches. Vous voyez, ça, c'est les résultats de cette unité ici pour une année. Enfin, tout au moins pour les plus significatifs qui ont fait l'objet d'une coupure de presse. Au total, c'est en moyenne 1,2 tonne de cigarettes qui sont saisies chaque semaine dans la région. Une partie seulement des cargaisons se retrouve sur les trottoirs parisiens. La destination numéro 1, c'est Londres. C'est un secteur porteur, c'est un flux en direction de la Grande-Bretagne qui est alimenté régulièrement. Uniquement la Grande-Bretagne? Oui, ici, je vous dis, on est en transit entre les pays du Benelux, voire les pays de l'Est, l'ancien bloc de l'Est, vers la Grande-Bretagne. Parce qu'il y a un grand différentiel d'assises, de droits indirects sur ces produits-là. Les trafiquants ont vite fait leurs calculs. Le prix de la cigarette, pour les 3/4, ce sont des taxes. La différence de prix entre les différents pays, voilà le véritable ressort sur lequel jouent les contrebandiers. L'Angleterre est, avec la Norvège, le pays où les taxes sont les plus lourdes, donc le prix de la cigarette y est de loin le plus élevé. C'est d'abord vers ces pays que se concentre aujourd'hui encore l'essentiel du trafic illégal. Comme tout bon commerçant, les contrebandiers pour se fournir sont à l'affût des régions où les cigarettes sont les moins chères. Parmi ces pays, Chypre, Malte et le Monténégro, où le paquet de cigarettes coûte moins de 2 €. Le jeu pour les trafiquants consiste à acheter les paquets à bas prix et à les acheminer illégalement vers les pays du Nord. Ils revendent alors leurs paquets à 3 ou 4 € sur les marchés parallèles. Selon les douanes européennes, le Monténégro est le pivot de cette contrebande de cigarettes à destination de l'Europe. C'est un petit pays, grand comme une région française, d'à peine 620 000 habitants, face à l'Italie, à la porte de l'Europe communautaire. Cette ancienne république yougoslave fait aujourd'hui partie de la Fédération de Serbie. L'Europe semble loin, coincée entre mer, lac et montagne. L'endroit est pauvre. Essentiellement rural, seule une énorme usine d'aluminium, un vestige de l'ère communiste, assure les rares exportations officielles du pays. Podgorica, c'est la capitale, une petite ville un peu endormie. Ici, la contrebande est une tradition. Avec la guerre en Yougoslavie et les embargos, c'est même devenu la principale activité économique du pays. En plein centre-ville, nous croisons des petits revendeurs, un peu comme à Paris, sauf qu'ici, ils ne se cachent pas. Ok. 2 €. 2 €. Ok, thank you. On trouve toutes les marques fumées en Europe. Sur ce paquet, l'avertissement « Fumer peut tuer » n'est pas écrit en serbe, la langue du pays, mais en anglais. « Smoking kills ». Des cigarettes visiblement destinées au marché britannique, tombées du camion. Au grand marché de la ville, on peut obtenir sans difficulté des tarifs encore plus concurrentiels et des quantités plus importantes. Tu vois son sac noir? Regarde le sac noir, elle en a plein. Cette vendeuse a son stock à portée de main. Golden one or? Ovaj. Si. Ovaj. Ili ovaj? Koji je bolji? Sura, ok. Ta je 17, ista ide cijena. A nije valjda na 15 šoč? Nema ga 15. Okay, this is 15, this is 17. Ok, so I take this one. Ta je 15. 15? Ok. Ça va. À 15 € la cartouche, c'est 2 fois moins cher qu'à Barbès. On peut facilement acheter une dizaine de cartouches. Nous avons attendu la nuit pour prendre rendez-vous avec un contrebandier plus important, un semi-grossiste rencontré sur le marché. Il nous emmène faire un tour de la ville et préfère rester anonyme. Son instrument de travail à lui, c'est sa voiture. Son coffre est bourré de cigarettes. Elles viennent d'où, vos cigarettes? Elles viennent de partout. Il y en a du Kosovo et d'ailleurs. Il y en a de toutes sortes. Et quel est le prix pour un coffre plein? Alors, le prix de tout ça, c'est 700 €. Combien vous gagnez là-dessus? Entre 25 et 30 €. Ça représente quoi comme travail? Bah, je travaille toute la journée et j'arrête pas. L'homme gagne 30 € par jour pour un coffre plein. Ça peut paraître modeste, mais ici, c'est 4 fois le revenu moyen. Est-ce que c'est dangereux, votre travail? Non.
Le risque est grand. Plus j'achète, plus je suis exposé. Moi, les flics m'ont déjà confisqué mon coffre plein. Il n'y a eu aucune convocation, on m'a juste confisqué le coffre. On ne peut pas dire que les policiers soient rigoureux, parce qu'ils pourraient nous envoyer en prison, mais ils ne font que saisir la marchandise. Pour ceux qui achètent des camions entiers de cigarettes, c'est autre chose. Une remorque, ça représente 300 caisses. Il y en a pour 150 000 €. Ceux qui trafiquent par dizaines, voire centaines de cartons font la une des journaux, quand ils sont arrêtés. Fin janvier, en première page du principal quotidien local, s'étalait la photo d'un camion-citerne dans la neige, intercepté la veille de notre passage par les douanes. Le camion se dirigeait vers la frontière nord, sur la route qui mène vers l'Europe de l'Ouest. Nous avons demandé à voir le camion-citerne, qui a fait la une de la presse. Il est exposé comme un trophée dans le parking des douanes. Le chef douanier en civil fait le guide. C'est un de ses collègues qui a réussi à découvrir le stock de cigarettes, et ce n'était pas évident. En matière de cachette, l'imagination est au pouvoir. Le conducteur avait un comportement suspect. Ils ont trafiqué la citerne de là à là. Toute cette partie-là. Ils ont fabriqué une cloison métallique. Et là-dedans, ils ont planqué les cigarettes. 3 sortes de cigarettes. En tout, il y avait 190 cartons. Il y en a pour environ 60 000 €, peut-être un peu plus. On l'a intercepté au poste frontière de la route de Rosakula, en direction du Kosovo. Les douaniers n'ont pas voulu nous laisser rencontrer le chauffeur. Nous aurions pourtant voulu connaître sa destination et surtout où il pouvait s'approvisionner. Nous sommes retournés voir notre trafiquant nocturne. Il sait où ça se passe. Ça vient par bateau. Ceux qui travaillent en gros, ceux qui achètent 50 ou 100 cartons, ceux qui achètent en grande quantité vont au port. Les petits ne peuvent pas acheter là-bas. Les grossistes ne voudraient pas leur vendre. Le port dont parle notre contrebandier, c'est Bar, à 50 km de la capitale Podgorica, de l'autre côté de la chaîne de montagnes, au terminus de la principale route du pays. Unique accès maritime pour les gros navires dans cette zone des Balkans, Bar est situé juste en face de l'Italie. C'est le port du Monténégro. La quasi-totalité des marchandises du pays passe par ici. C'est ici aussi que, selon notre trafiquant, se ferait l'approvisionnement en cigarettes en grosse quantité. Sur place, pas le moindre bâtiment marqué tabac ou cigarettes, seulement des conteneurs anonymes. Nous demandons un rendez-vous au directeur du port pour tenter de confirmer nos informations. Surprise, il ne cache pas qu'effectivement, ici transitent de grosses quantités de cigarettes. Avant l'éclatement de la Yougoslavie, notre port a travaillé dans la cigarette pendant les sanctions. Aujourd'hui, notre port travaille encore dans la cigarette. Demain, il travaillera toujours dans la cigarette. Mais nouvelle surprise, quand on l'interroge sur la légalité de ce commerce, l'homme affirme n'être au courant de rien. Que les papiers de douane des conteneurs soient en règle ou non, il ne veut pas le savoir. Est-ce conforme ou pas à la loi? Où vont les marchandises qui passent par ici? Le port peut difficilement être au courant. On ne peut pas mettre quelqu'un en permanence sur les quais. Une solide langue de bois. Difficile d'obtenir plus d'informations avec le directeur du port. Direction les douaniers. À l'improviste, nous entrons dans leur bureau, à l'autre bout du quai. Il faut s'adresser au chef, un peu plus loin. Celui-ci accepte de nous recevoir quelques minutes, mais sans caméra. Nous lui volons quelques mots à l'image, il est à droite de l'écran. Mais pas de chance, la contrebande sur le port, hier comme aujourd'hui, il n'en a jamais vu. Il vient d'arriver. Eh bien, écoutez, je ne suis là que depuis 2 mois. Ce qui fait qu'à propos de ce qui a pu se passer à Bar, je ne veux pas dire de bêtises. Je ne sais pas. Troisième tentative avec la police maritime cette fois. L'officier est très fier de nous montrer qu'il est bien équipé et que la situation est sous contrôle.
Il insiste pour nous faire goûter les joies de la navigation à bord de sa belle vedette, un vrai bateau de course. A priori, s'il y a des contrebandiers, ils n'ont qu'à bien se tenir. C'est un bateau Sunseeker, un bateau anglais. Il est propulsé par 3 moteurs Volvo Penta Turbo Diesel, avec compresseur. Ça nous fait une puissance de 690 chevaux au total. Pourquoi avez-vous besoin d'un aussi gros bateau? Vous savez, notre mission prioritaire pour nos unités est d'empêcher toute activité illégale sur cette zone. L'homme est prolixe sur sa mission officielle et sur son engin. Mais dès qu'on évoque avec lui les filières clandestines du tabac, c'est motus. Est-ce qu'il y a des problèmes de contrebande ici? Non, ça n'existe pas. Les douanes européennes estiment que le trafic sévit dans ce port depuis plus de 10 ans. Mais toujours pas de chance, lui aussi il est nouveau. Avant je n'étais pas là, alors je sais pas. On n'en apprendra pas beaucoup plus pour l'instant sur place. Pas un seul indice de ce que nous avait raconté notre trafiquant nocturne. Pourtant, selon les autorités douanières européennes, Bar est bel et bien un maillon central de la chaîne de contrebande de cigarettes en Europe. Ici, transiteraient selon la justice italienne 50 millions de cartouches par an. Le port de Bar est à un emplacement stratégique, juste en face de Bari en Italie, à la porte de l'Europe communautaire. C'est là, à Bari, que nous allons trouver la première clé pour entrer dans les rouages de ce trafic. C'est dans ce palais de justice que se tient le plus grand procès d'un réseau de trafiquants accusés d'organiser la contrebande de cigarettes à partir du Monténégro vers l'Europe communautaire. Après des années d'enquête, les juges italiens ont réussi à procéder à des dizaines d'inculpations et des centaines de saisies de comptes bancaires. L'audience du jour se déroule dans cette petite salle. L'homme qui entre, en veste jaune, c'est le procureur antimafia, Giuseppe Celsi. C'est lui qui a fait tomber le réseau. L'accusé numéro 1, le boss présumé de ce réseau, c'est cet homme en costume et lunettes. Il s'appelle Gerardo Cuomo. Pour la justice italienne, il est l'un des plus gros trafiquants internationaux de cigarettes. Dans cette affaire, il risque 10 ans de prison. On lui reproche d'être membre d'une association mafieuse, d'avoir financé un circuit criminel et d'avoir organisé la contrebande d'armes et de tabac. Gerardo Cuomo est napolitain. Il dirigeait une société d'import-export domiciliée en Suisse, la Maxime SA. Il achetait légalement des cargaisons de cigarettes hors taxe à Anvers, en Belgique, où se trouvent les entrepôts des fabricants américains. Ces cigarettes étaient envoyées par bateau ou camion au Monténégro. Elles y recevaient un tampon des douanes monténégrines, comme si elles étaient destinées à la consommation locale. Sauf qu'en fait, les cigarettes ne faisaient que transiter au Monténégro et repartaient vers l'Europe communautaire, en cachette, sans payer les taxes d'entrée dans les vrais pays destinataires. Soit les cigarettes étaient dissimulées dans des camions pour rejoindre l'Angleterre ou les pays nordiques, soit elles partaient par bateau vers l'Italie pour être réexpédiées vers les marchés nord-européens. Ces filières sont toujours actives aujourd'hui. Nous nous sommes procuré des films tournés par les gardes des finances italiens. Les vedettes offshore sont celles des contrebandiers quittant à la nuit tombée le port de Bar, destination les côtes italiennes. Sur ces images, on devine la cargaison parfois jusqu'à 200 caisses de cigarettes pour un seul bateau, pour une valeur d'1 million d'euros. La traversée dure à peine 3 ou 4 heures. À bord de ces vedettes surpuissantes, les réservoirs d'essence sont remplis en pleine course pour débarquer au plus vite la précieuse cargaison. Quand les vedettes des contrebandiers se font prendre en chasse par les navires des gardes des finances italiens, c'est la course et la bataille. Des abordages parfois extrêmement violents. Pour s'échapper, les trafiquants n'hésitent pas à percuter les navires des douaniers. Sur le quai des douanes à Bari, en Italie, on compte les coups. Voilà le résultat. Ce bâtiment a été saisi et a ensuite été transformé en vedette de la garde des finances.
et il a été éperonné par une embarcation du même type des contrebandiers. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés parce que sur ce type d'unité, le personnel de bord se trouve sur le pont, à l'extérieur de l'embarcation. Cette violence rappelle les attaques de banques ou de fourgons blindés. On est prône pour passer coûte que coûte, quel que soit l'obstacle. Heureusement, le militaire dont le poste se trouvait exactement à l'endroit où il y a eu l'impact s'est éloigné suffisamment pour ne pas être touché ou blessé. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une escalade des pratiques des contrebandiers. Dès que les caisses de cigarettes entrées en fraude sur le sol italien sont débarquées des bateaux, elles sont prises en charge par d'autres équipes de contrebandiers. Là, les douaniers ont réussi à filmer de nuit en caméra thermique d'un hélicoptère. On distingue les camions, un groupe d'hommes transborde les caisses de cigarettes, le convoi se forme et se met en mouvement à travers la ville, destination Naples et le nord de l'Europe. Tout semble parfaitement organisé, minuté, sauf lorsque les gardes des finances croisent leur chemin. Pour la justice italienne, l'un des responsables des filières mises en cause, c'est Gerardo Cuomo. À l'issue de l'audience du tribunal de Bari, l'homme a accepté de nous recevoir chez lui, en Italie du Nord. Nous le retrouvons dans la banlieue chic de Bologne, une propriété de gentleman farmer. C'est là qu'il réside. Il est en liberté provisoire et doit pointer chaque jour au commissariat. Civilité, élégance, le trafiquant présumé se fait très aimable. À 58 ans, l'homme a été plusieurs fois condamné pour contrebande de cigarettes et trafic de stupéfiants. Mais ce qui le chagrine vraiment, ce jour-là, c'est Artema sur ses photos, son yacht de luxe, un joujou de 30 mètres. Il était amarré dans le port de Cannes, il a été saisi. À l'heure actuelle, ma vedette est sous séquestre. Elle est saisie dans l'attente de l'issue du procès. Mais la France a été sollicitée pour m'arrêter moi, pas le yacht. Gerardo Cuomo veut prouver sa bonne foi. Il nie en bloc les accusations de la justice. À l'entendre, il ne serait qu'un honnête employé d'une société spécialisée dans la vente de tabac. Mon travail, c'était de faire du commercial auprès de la société Maximessa, parce que j'ai une longue expérience dans le commerce des cigarettes. Des années d'expérience. Cette société est régie par le droit suisse. Et sur le registre du commerce, il est écrit comme objet social « cigarettes, alcool, produits de luxe ». Moi, je travaillais exclusivement à l'export, hors taxe. Ce n'est pas l'avis de la justice italienne. Ce qui a intrigué les juges, c'est que sous cette couverture officielle, l'homme en fait n'avait qu'un seul client, un Italien installé au Monténégro, et pour des volumes impressionnants. Ça représente environ 30 à 35 000 caisses de cigarettes par mois. Sur 12 mois, si on fait une moyenne entre les mois où on fait un plus gros chiffre et ceux où on fait moins, ça représente au final entre 280 000 et 300 000 caisses par an. 1 500 000 cartouches par an à lui seul, à destination du petit Monténégro. Avec ses associés, Gerardo Cuomo aurait pu assurer 4 fois la consommation annuelle du pays. C'est ce qui a convaincu les juges que la destination réelle des cigarettes ne pouvait être ce petit pays balkanique. Pour la justice italienne, Cuomo n'avait en fait pas de clients au Monténégro, mais des associés qui réexpédiaient les cigarettes en contrebande vers l'Italie, notamment un certain Francesco Prudentino, arrêté en novembre 2000. Si ce monsieur a revendu cette marchandise à une autre personne, et si cette personne l'a chargée sur des bateaux et transportée en Italie, moi, monsieur Cuomo et la société Maxime, nous n'y sommes strictement pour rien. Ce n'est pas ce que dit la justice italienne. Ce n'est pas ce que dit non plus un homme que nous avons retrouvé en Suisse. Il s'appelle Adriano Corti. Il est poursuivi dans le même procès que Gerardo Cuomo pour association mafieuse et blanchiment d'argent. C'est un ancien associé de Cuomo. Il collectait en Italie les fonds de la revente des cargaisons de tabac par le réseau des trafiquants. Aujourd'hui, il est fâché avec Gerardo Cuomo. L'heure est au règlement de compte. Monsieur Cuomo était le directeur général
de la Maxim, président de la Maxim. Et donc, il vendait des cigarettes à des clients italiens qui le contactaient et qui voulaient acheter au Monténégro. Moi, j'ai eu des factures pour 900 caisses. C'était le minimum d'une facture qu'un client achetait chez Maxim. 900 caisses, 9 tonnes, l'équivalent d'un conteneur plein de cigarettes. Cette facture date de 1998. Ici, c'est plus de 1000 caisses qui ont été livrées. Un commerce très rentable. Il faudrait calculer qu'est-ce que c'est le prix de transport qui demande la personne qui transporte avec le bateau de contrebande la cigarette depuis le Monténégro sur les côtes de la Poulie. Mais je peux calculer que la Maxim gagnait peut-être sur les 20-25 $ le carton dans la vente en gros. Je pense qu'un bateau chargeait sur les 220-250 cartons parfois. À ce rythme-là, le réseau empochait 600 000 $ par mois à la fin des années 90. Des sommes colossales qui permettent de s'acheter toutes les protections et les complicités. La justice italienne l'a réalisé à ses dépens quand elle a voulu démanteler le réseau Cuomo. Au Monténégro, certains de ses associés étaient protégés par des personnalités haut placées. Les mandats d'arrêt lancés par le procureur de Bari, Giuseppe Chelsea, n'aboutissaient jamais. À ce stade de l'enquête, quand on leur demandait d'extrader ces personnes, ils nous répondaient « elles ne se trouvent pas chez nous ». Comment expliquer un tel comportement des autorités du Monténégro? Il tient en un chiffre, 50% du PNB, la moitié de la richesse nationale, c'est ce que rapporterait le trafic grâce aux sommes prélevées à l'entrée des cigarettes dans le pays en échange du tampon officiel des douanes. Un tour de passe-passe qui aujourd'hui encore profiterait directement à certaines personnalités du Monténégro. Septembre 2003, la justice italienne lance un mandat d'arrêt international contre les proches du Premier ministre, Milo Djukanovic. Un document que nous sommes procurés. Ses plus proches amis sont directement mis en cause. L'affaire va faire scandale sur place et leur vaudra la une du magazine le plus lu du pays, avec un titre accusateur, « Les hommes du président ». Nebojša Medojević dirige un parti politique d'opposition au Monténégro. Cette mise en cause ne le surprend pas. Ce qui l'étonne, c'est que son Premier ministre n'en assume pas les conséquences en démissionnant. Toutes les personnes accusées sont des amis de Djukanovic. Dans tous les pays du monde, ce serait un problème, vous voyez. Ici, M. Djukanovic a dit « il n'y a pas un sou qui est allé dans des poches de personnes privées. Tout va dans le budget de l'État. » Sauf que tous les gens qui organisent ce trafic, qui sont impliqués dans ce trafic, aujourd'hui, ce sont les gens les plus riches du Monténégro. Il y a quelque chose de bizarre, non? Chef de file de ses riches amis du Premier ministre Djukanovic, cité dans le mandat d'arrêt, Veselin Barovic. Peut-être l'homme le plus puissant du pays. Associé à plusieurs sociétés d'État, cet homme d'affaires est aussi le président du plus grand club de basket du Monténégro, le Budućnost. Sur cette photo, on le voit cigare aux lèvres dans les gradins, à l'occasion d'une rencontre sportive avec son ami, le Premier ministre. Depuis le lancement du mandat d'arrêt international contre lui, Barovic, s'il vit toujours comme un nabab, fuit les caméras. Nous avons cherché à le rencontrer d'abord dans le plus grand hôtel de la ville, dont il serait le propriétaire. Puis dans un restaurant chic de la capitale, où il a ses habitudes, mais pas de chance, il refuse obstinément de répondre aux questions, aux nôtres, comme à celles de la justice internationale. Il ne fait pas bon venir se mêler de ses affaires. Il y a 2 ans, un journaliste local a eu le tort de s'intéresser de trop près à lui. Kocha Pavlovic a réalisé un reportage sur la contrebande de cigarettes au Monténégro. Mal lui en a pris. Ça a pris de telles proportions que ça a été un véritable tremblement de terre. Pendant 2 jours, j'ai reçu près de 1000 appels téléphoniques. Et après cela, un ami qui travaille dans les services de sécurité, la police secrète, m'a prévenu que M. Barovic avait chargé certaines personnes de me soumettre à un interrogatoire. Au bout de quelques jours, le même ami m'a prévenu que finalement l'opération avait été empêchée sur l'intervention du ministre de l'Intérieur de l'époque et de M. Djukanovic. Après ces mises en garde, le journaliste a été contraint de démissionner de son poste de rédacteur en chef à la télévision du Monténégro.
La vedette du mandat d'arrêt international, c'est le Premier ministre en personne, Milo Djukanovic. Il n'est pas poursuivi du fait de son immunité d'homme d'État, mais son nom est bien cité. Selon le document d'Interpol, il aurait touché directement de l'argent sur les opérations de contrebande de tabac. Ces sommes étaient effectivement versées sur les comptes bancaires au nom de Djukanovic, en lien avec les opérations de ses amis. Ces derniers faisaient partir le chargement de tabac stocké près des ports du Monténégro vers l'Italie et les autres pays de l'Europe. L'homme côtoyait il y a encore peu de temps tous les leaders occidentaux, de Bill Clinton à Tony Blair ou encore Jacques Chirac. En décembre dernier, le Premier ministre a dû répondre publiquement aux graves accusations dont il fait l'objet au cours d'une interview télévisée sur la chaîne nationale monténégrine. Interpol preko crnogorskog MUP-a se interesovao za ljude, za lica koji se u javnosti dovode u vezu sa vama. Ja to nikada nisam dovodio u pitanje. Znači, dozvolite, mi smo 90. godina sankcijama međunarodne zajednice bili osuđeni na umiranje ovdje. Ja sam tada bio predsjednik vlade. Mi smo mogli da se opredijelimo hoćemo li da pristanemo na smrtnu presudu ili ćemo da preživimo. Pour se justifier, le Premier ministre prend prétexte des sanctions de l'ONU du temps de la guerre. Mais la guerre est terminée depuis 4 ans. La plainte, elle, porte sur des faits de contrebande datant de 2003. Nous n'avons pas pu obtenir un rendez-vous avec le Premier ministre. C'est le ministre des Affaires étrangères qui accepte finalement de nous répondre. Et quand on évoque le mandat d'arrêt international... Pour être très honnête avec vous, d'un point de vue politique, ça n'a jamais eu beaucoup d'intérêt. Ça fait des années que j'entends ça. Quand j'ai entendu que M. Djukanovic était impliqué dans le trafic, je me suis mis à rire. Honnêtement, c'est une histoire complètement incroyable. Ça n'a ni queue ni tête. Le ministre balaye les accusations. Difficile de croire ce ministre des Affaires étrangères qui pendant 1 heure a nié devant nous l'existence du trafic de cigarettes dans son pays, avant finalement de l'admettre à la fin de l'interview lorsqu'il croit la caméra coupée. S'il y a du trafic de cigarettes au Monténégro? Oui, ma réponse est oui. Vous savez, ce n'est pas que nous mettons de la mauvaise volonté, mais nous n'avons pas les moyens matériels de lutter. Des politiciens soupçonnés de corruption à la tête d'un État, une vraie mafia impliquant des centaines de personnes. Il y manquait le centre financier, le quartier général, là où atterrissent les millions de dollars du trafic avant d'être réinvestis. Il est situé dans un des lieux les plus paisibles au monde, à 30 km de la frontière avec l'Italie. En Suisse, à Lugano, dans le canton du Tessin. Un canton qui est depuis des années dans le collimateur des juges financiers de toute l'Europe pour sa complaisance vis-à-vis de l'argent sale. Ici, par exemple, viendrait se réfugier la quasi-totalité de la fraude fiscale italienne. C'est dans cet immeuble cossu du quartier des affaires que Gerardo Cuomo avait installé sa société d'import-export, la Maxim SA. À partir de cette base, le contrebandier présumé passait commande de millions de cigarettes auprès de grandes marques à destination du Monténégro pour inonder ensuite toute l'Europe. Au Tessin, les trafiquants peuvent trouver tous les banquiers et les avocats dont ils ont besoin pour gérer leurs affaires. Pour eux, c'est aussi une sorte d'asile. En Suisse, la loi n'autorise pas l'extradition pour contrebande de cigarettes. Adriano Corti, l'ex-associé de Gerardo Cuomo, est un pur produit de la région. Ici, dans ce canton, donc on est 200 000 habitants, et puis ceux qui habitent au sud, plus ou moins, ils sont tous au moins mêlés, y compris des ex-agents, des agents de police qui, avant, ils faisaient les sacs pour les cigarettes, pour transporter, pour gagner quelque chose sur leur salaire. Donc on se connaît tous, et puis on sait tous plus ou moins ce qu'on fait. Hein. Et vous voulez dire que vous êtes tous un peu contrebandiers? Non, pas absolument, c'est-à-dire, nous, on n'a jamais pensé que c'était de la contrebande. Tout le jeu, c'est de cacher l'argent. Pour confondre le réseau Cuomo, le procureur Chelsea de Bari a dû retracer toutes les étapes d'un circuit financier opaque et prouver qu'il aboutit en fin de course dans les comptes suisses de Gerardo Cuomo. L'argent arrive par porteur, carrément dans des valises à double fond, de l'argent cash, du liquide. Cet argent est introduit dans les circuits bancaires à travers des versements effectués par des financiers.
Ensuite, il passe du circuit bancaire au circuit commercial. Nous avons retrouvé un des banquiers de Gerardo Cuomo. Il travaillait à la BNP Paribas de Lugano avant d'en être licencié. Il est poursuivi lui aussi dans le procès de Bari pour association mafieuse et recyclage d'argent sale. Au téléphone, il a accepté sous couvert d'anonymat de nous expliquer la phase ultime des opérations, ce que la justice italienne appelle le blanchiment. Quel était votre rôle auprès de M. Cuomo? Moi, j'étais en fait son gestionnaire, c'est tout. Oui. Je lui faisais en fait des opérations d'achat et de vente de devises. Monsieur, il encaissait parfois des euros, parfois des dollars, parfois des lires italiennes. On faisait des changes, des opérations de change à terme pour en fait s'approvisionner de dollars pour faire les paiements des factures. À travers cette série de passages, on perd la nature et la connaissance profonde de la provenance illicite de cet argent. Tout au moins on le présume, parce qu'à cause justement de ces étapes successives, on a le plus grand mal à faire la connexion entre l'argent suspect et son origine. Ces manipulations d'argent, Gerardo Cuomo en connaît les rouages par cœur et de longue date. La consultation de son casier judiciaire confirme que l'homme est un contrebandier avéré depuis 30 ans. 71, première condamnation pour contrebande de cigarettes, 20 jours de détention. 1974, condamnation pour contrebande de cigarettes, amende 3 200 000 lire. 1982, arrestation pour contrebande de cigarettes, 6 mois de prison préventive. 1983, condamnation pour trafic de stupéfiants, 2 ans de prison. 1986, condamnation à 5 ans de réclusion et 40 millions de lire d'amende pour contrebande de cigarettes. Gerardo Cuomo s'est retrouvé à 5 reprises face à la justice. L'homme est un contrebandier notoire. Son banquier suisse, lui, a préféré fermer les yeux sur ce genre de référence. Difficile de refuser un client avec une telle surface financière. Vous connaissiez bien le passé de contrebandier de M. Cuomo? Pas du tout, non. M. Cuomo, c'était ce que j'ai toujours dit aux magistrats. M. Cuomo était un client qui était recherché par les banques parce qu'on savait que M. Cuomo traitait évidemment des sommes très importantes. Tout le monde voulait l'avoir en tant que client. Mais moi j'étais convaincu, comme tout le monde chez nous, donc BNP, mais même sur d'autres banques, on était convaincu que la marchandise était achetée et revendue sur des zones franches, ce qui veut dire en fait que l'argent était tout à fait légitime pour être retransféré. Les fournisseurs de Gerardo Cuomo, les multinationales du tabac, elles non plus n'ont pas été très curieuses. Pendant des années, elles ont continué de lui vendre des millions de cigarettes, sans apparemment se soucier de son curriculum vitae de contrebandier. C'est un des éléments clés qui a convaincu l'Union européenne d'attaquer en justice les plus grands cigarettiers mondiaux pour complicité de contrebande. L'accusation se fonde sur un document de près de 200 pages, dans lequel le cas Gerardo Cuomo est en bonne place. La procédure a été ouverte au tribunal de New York contre les fabricants Philip Morris et Reynolds pour contrebande et blanchiment d'argent. John Daynard est l'un des conseillers juridiques de l'Europe pour ces procès. Pour lui, le lien entre les fabricants et les contrebandiers ne fait pas de doute. Je pense que les preuves sont très claires, ou ont l'air très claires. Enfin, celles qui ont été présentées comme des preuves au tribunal et dans ce procès. Les compagnies de cigarettes savaient très bien ce qui se passait et coopéraient très étroitement avec les trafiquants. Et elles ont tout fait pour leur faciliter la tâche. Philip Morris et Reynolds ont qualifié ces accusations de disproportionnées, d'absurdes, voire d'illégales. Pour se défendre, les cigarettiers dénient toute relation avec les contrebandiers. Ce n'est pas ce que dit l'associé de Gerardo Cuomo, Adriano Corti. Il était bien placé pour en parler. Cuomo et lui-même traitaient bien avec Philip Morris. Il y a des contrats qu'on pouvait établir avec Philip Morris par l'entremise, payer les cigarettes par les banques, signalement les banques suisses. Et c'était des contrats de 10 containers par contrat qu'on pouvait renouveler
par semaine ou par mois. En réalité, pour masquer les opérations avec Philip Morris, les contrebandiers ont eu recours, selon la justice, à une astuce, un faux nez. On a rencontré un ancien associé de Como. Il nous a dit que Como, il achetait directement à Philip Morris. Pas directement. Je dirais non, pas directement. Vous savez, je crois que c'était des sociétés, disons, satellites, mais évidemment, comme toutes les sociétés satellites, il n'y a jamais donc le nom de la société officielle qui circule. Je crois qu'il travaillait avec des sociétés offshore, en principe. Comme tout le monde, même probablement pour ne pas payer des taxes. Selon la justice italienne, les transactions entre Gerardo Cuomo et les multinationales du tabac ont été réalisées discrètement via une série de sociétés écrans placées dans des paradis fiscaux exotiques. Aux Bahamas, Hardwork Enterprise, The Moulin Corporation aux îles Vierges britanniques. Nous avons demandé par fax à la multinationale Philip Morris de nous expliquer la nature des relations d'affaires qu'elle entretenait avec Gerardo Cuomo et ce qu'elle savait de son passé chargé de contrebandier. La firme américaine n'a pas souhaité nous répondre. Fin mars, le cigarettier américain a changé de stratégie face aux attaques de l'Union européenne devant la justice américaine. La firme a annoncé par communiqué de presse qu'elle est en négociation avec l'Union européenne pour un accord dans la lutte contre le commerce illégal de cigarettes. La firme serait prête à verser $1 milliard sur 12 ans, officiellement, pour financer la lutte contre la contrebande. En échange, l'Europe passerait l'éponge. Peut-être une façon de ménager l'avenir en arrêtant toute enquête sur leur liaison dangereuse avec les trafiquants. La contrebande reste encore le moyen le plus efficace de soutenir le marché de la cigarette quand se multiplient les campagnes anti-tabac. Pour eux, vendre la cigarette, c'est destiné aux consommateurs. Que ce soit vendu par contrebande ou que ce soit vendu légalement, à la Philip Morris, ça ne leur intéresse pas parce que, de toute façon, eux, ils vendent toujours la cigarette au même prix. La différence, c'est que le bénéfice est encaissé par le contrebandier ou bien par l'État. Mais ça ne regarde pas la Philip Morris. Son produit est vendu au même prix. La contrebande fait perdre chaque année 12 milliards d'euros au budget de l'Europe communautaire. À Barbès, à Paris, au pied du métro, les revendeurs voient les hausses successives du prix du tabac comme une aubaine pour leur commerce. En attendant l'arrivée massive, comme en Angleterre, des grands réseaux internationaux de contrebande et que le trafic ne déborde des quartiers spécialisés.